Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette journée du lundi 18 mai 2020. Cette semaine qui annonce une certaine ferveur religieuse du côté des chrétiens. Ils fêteront l'ascension ou la montée aux cieux de leur Seigneur et Dieu, Jésus-Christ. Ce sera le jeudi. Et en fin de semaine, selon la lune, c'est les fidèles d'Allah qui vont célébrer l'Aïd el-Fitr, la fin du mois sacré et béni du Ramadan. La lune nous montrera si la fête sera le samedi ou dimanche. Par anticipation, bonne fête de l'Ascension à vous, chrétiens. Uriel Nyang, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Bonjour à toutes les auditrices aussi, particulièrement à ceux qui nous écoutent de l'autre côté d'Adidogome. Et notamment ceux qui vous écoutent du côté de Palgou, dans le canton de Boufalé, dans la Bina. Comme d'habitude, ils sont des fidèles auditeurs de la radio. Merci. Par anticipation également, bonne fête du fin de Ramadan, bonne fête de l'Aïd el-Fitr à vous, Ali Romoru Chakala. Oui, bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci pour ce souhait anticipé. Bon, on va fêter, on va sceller l'union ou bien la communion entre nous, musulmans, et notre Créateur Allah. Et on va prier aussi pour notre pays. Donc ça serait soit samedi ou soit dimanche, puisque c'est la lune qui va nous situer. Merci et par anticipation, bonne fête à vous, consoeurs, amis musulmans, vous qui depuis 5 ans, vous qui créez l'habitude de m'envoyer les testicules de mouton à chaque fête de Ramadan ou de la Tabaski. Eh bien, nous vous saluons, vous qui nous écoutez sur Canal FM Lomé, ici encore sur les radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Central FM à Sokodé, où la fête sera belle, je n'en doute pas. Ou encore, vous qui nous écoutez à Bassar sur les ondes de Radio Daoul, ou encore à Niamtougou par Radio Sama FM, et plus au nord à Dapon sur les ondes de Radio Courtoisie. Nous n'oublions pas ceux qui nous écoutent dans le monde entier par le biais des radios numériques et bonne Radio Gameli, ou encore par l'application Canal FM. À la technique, Vitagwe Kakou Michel, Tomenga et Géraud Dakoucha. Eh bien, en ce début de semaine, l'actualité est riche. Nous allons revisiter les derniers chiffres du Covid-19 et les implications sur la vie sociale nationale, notamment tout ce qui se murmure ou se dit sur la reprise plus ou moins imminente ou non des écoles, et également les émotions qui ne tarissent pas avec les interrogations conséquentes suite à la mort tragique du colonel Madjoulba Toussaint Bitala, ou encore la dynamique Kodiro qui revient dans l'actualité suite à des propos tenus par le monsieur Agboyome Kodjo la semaine dernière, et puis les médias qui relaient les sons et contre-sons de cette dynamique. Nous allons parler de tout ça pendant que nous accueillons l'arrivée au studio de Didier Assogba. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, et bonjour à notre invité et à nos aînés en studio. Merci de trahir le secret puisque nous avons effectivement une invitée. Bonne fête d'ascension par anticipation à vous, chrétiens, Didier. Oui, naturellement, le problème, c'est que les fêtes, cette période se déroule dans une période atypique, dans une situation assez bizarre pour des chrétiens qui aiment la communauté, surtout pour prier ensemble, partager la foi ensemble, s'encourager et les uns les autres. Mais la situation due au Covid fait que tout rassemblement
où les rassemblements sont presque impossibles. Et donc, on va devoir célébrer la fête à distance, mais toujours avec la foi aussi déterminée, comme jamais. En union de prière et en communion d'esprit. Très rapidement, la pensée du jour, c'est Marie du Défunt qui écrit que la volonté et la réflexion nous permettent de gravir les plus hautes montagnes. Encore une fois, la volonté et la réflexion nous permettent de gravir les plus hautes montagnes. Oui, semaine riche de ferveur religieuse, aussi bien les chrétiens pour les musulmans, mais les profanes également, notamment ceux qui s'intéressent à la chose culturelle, sont également en fête. Nous sommes aujourd'hui 18 mai, la journée internationale consacrée au musée. Et à l'occasion, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir dans ce studio une grande dame, la directrice du patrimoine culturel du Togo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, vous avez un nom qui résume tout avec toute la poésie. Suivez, si je vous dis que notre invité répond au nom de Lucie Badjumbaena Tidjuguna, Brorbi, madame. Le voilà. Malheureusement, je m'arrête là. Eh bien, nous sommes le 18 mai, la journée internationale des musées. C'est une fête qui est célébrée depuis déjà quelques décennies. Dites-nous, madame la directrice, pourquoi on a trouvé important de décréter une journée internationale dédiée spécialement aux musées? Merci, monsieur Sass. D'abord, il faut parler des musées, de ce que c'est que le musée, avant de parler de la journée internationale des musées. Eh bien, commençons par le musée. Qu'est-ce que c'est un musée? Un musée, c'est un lieu où on peut exposer des objets. C'est un lieu de mémoire. C'est une vitrine d'un pays. C'est là où se rassemble toute la culture, aussi bien matérielle qu'immatérielle, d'un pays, d'une société. Bref, là où nous pouvons trouver le patrimoine culturel naturel, le patrimoine culturel immatériel et matériel. Donc, c'est une institution à but non lucratif qui est au service de la société pour son développement, et elle expose des objets à des fins d'éducation, de délectation et d'études, entre autres. Je ne peux pas donner toute la définition parce qu'il y a la définition consacrée au Conseil international des musées en son article 2, et il y a une définition que tout le monde peut donner parce que c'est un concept et ça évolue au fur du temps. Voilà un peu l'idée qui sous-tend un musée. Maintenant, pourquoi lui consacrer toute une journée? Parce que le musée est très important par ce qu'il contient. Je viens de dire qu'il y a des objets. Il y a multiples objets dans un musée. Vous avez la culture qui se résume à certains objets. Par exemple, si on donne la culture Bassar, vous avez parlé de Bassar tout à l'heure, on pense à la métallurgie ancienne du fer, on pense aux forgerons, on pense aux fondeurs, et on vient voir les instruments qui ont été fabriqués à partir de la métallurgie du fer. Si on parle de la poterie, vous avez des points où on fabrique la poterie. Si nous voyons à Chevier, Bolumoji, ils sont des potiers. Si vous allez à Ngontien, vous allez voir un quartier à Tegbe où vous avez des potières. Et dans tout le pays, vous avez quand même des objets à usage usuel qui font bien partie du patrimoine culturel. Notamment les potières très célèbres à Couvé chez notre ami Didier Assogba. Il y a Couvé, il y a Vaughan, où il y a vraiment des poteries. C'est pourquoi j'ai dit, bref, il y a un peu partout des poteries. Et ces poteries sont caractéristiques. Vous allez voir que les poteries de Couvé ne sont pas les mêmes poteries que les poteries qu'on trouve en pays caviar. Les Moba aussi ont leur poterie et les usages sont différents. Voilà une diversité qui explique l'importance des musées. Dans les musées du monde entier, imaginez-vous un peu la culture de chacun. C'est pourquoi le Conseil international des musées,
qui est une organisation non gouvernementale qui travaille aux côtés de l'UNESCO, a jugé bien de décréter une journée internationale des musées. Et ça date depuis 1977. Et c'est le jour d'incidence aujourd'hui. Madame, c'est de tradition que on place ces journées mondiales internationales sous un thème. Voulez-vous nous décliner le thème de cette année 2020? 2020, il y a un thème consacré, c'est le musée pour l'égalité et puis la diversité et l'inclusion. Chaque année, le Conseil international donne un thème et ce thème se trouve dans les préoccupations de la société. Par exemple, le musée qui est pour l'égalité. Pourquoi on parle de l'égalité? Tous les musées, il y a quelque chose qui croche ou bien qui a trait au patrimoine, qui a trait à la culture. Et toutes les cultures s'équivalent. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'égalité? Est-ce que quelque part dans un musée, on va dire que les objets qui sont là-bas, ça ne vaut rien, il ne faut pas parler de ce musée? Voilà pourquoi on dit le musée pour l'égalité. Parce que les divers musées, si on a des échanges culturels, nous allons voir qu'on converge dans un même point. Ce n'est pas comme l'égalité quand nous parlons de l'égalité de l'homme et de la femme, quand on parle du genre, mais c'est une égalité des cultures. Toutes les cultures s'équivalent. Toutes les cultures méritent respect également, les préserver pour les générations à venir. Et Madame Tidjikounan, le Togo a des musées? Le Togo a bien sûr des musées. Nous avons un musée national qui est logé au Palais des Congrès à Lomé. Il a été créé par un décret présidentiel depuis 1974 et il a été mis sur route ou bien sur pied en 1916. Dans ce musée, vous avez différents types de collections. Je vais vous dire que vous avez des objets qui parlent de la métallurgie du fer, des objets qui parlent de l'histoire du Togo, vous avez des objets qui parlent de la musique, des objets qui parlent de la religion. Donc il y a divers objets qui sont exposés et quand vous allez, vous découvrez toute la culture des ethnies qui peuplent le Togo. Voilà pourquoi il est très important, si ce n'était pas en période de la Covid, de vous inviter à visiter les musées. Parce que la culture qu'on a dans les musées, cette culture doit être connue et promue. Nous avons des musées régionaux. On a un musée régional qui est à Aneho, logé dans la préfecture de Lac. On a un musée régional du centre qui est à Sokodé, avec les cultures qu'on voit en pays thème et autres. Vous avez un musée régional à Kara, avec toute la culture que sous-entend la région de la Kara, et un musée régional dans la savane à Dapan, qui a aussi toute la culture du pays Moba et les autres qui sont dans cette région. Pour le moment, le musée régional des plateaux n'est pas encore créé parce que il est déjà, c'est-à-dire il est en gestation. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire avant de créer ce musée qui peut rester à Atapamé ou bien à Palémé. Mais on est en train de réfléchir à comment créer ce musée pour que toutes les parties du Togo soient bien servies. En dehors de ces musées régionaux, vous avez des musées communautaires et des musées privés. À Lomé, nous avons un musée privé ou bien plusieurs musées. Il y a le musée d'art d'Afrique qui est à Lomé. Il y a un autre musée, le musée animalier qui est à Dogomé, mais malheureusement, nous allons nous incliner parce que le promoteur est décédé il y a 1 an. Donc, celui qui entretenait le musée animalier est à Dogomé. Mais est-ce que ce musée va survivre à son promoteur? Ça, c'est un problème qu'il faudrait voir nous tous parce que il faut des amis de musée pour soutenir l'action muséale. Sans ça, la survie de ce musée est problématique parce que ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse au musée. Donc si j'en parle, c'est pour vous inviter à y penser et à nous aider à chercher des sponsors pour pouvoir rénover ce musée. Parce que quand on parle du musée animalier, il y a certains animaux qui ont disparu, mais en Paillé, vous pouvez encore reconstituer la faune de ce pays ou bien la faune en général. Donc, vu son importance, il faut vraiment qu'on en discute. Vous avez des musées communautaires, des musées privés à Aneho, à Lolame.
Le chef a reconstitué. Le chef Lawson. A reconstitué ces objets et a créé son musée. C'est un musée privé, mais qui contient toute l'histoire du pays et l'histoire même de la chefferie Lawson. Et vous avez des objets qui datent et qui peuvent vraiment servir toute la population pour des études. Vous avez aussi un musée à Vaughan, c'est un petit musée communautaire et tout haut, et créé par une association. Donc à Akara, vous avez aussi le musée Eyadema qui est un musée privé, et puis vous avez la maison de l'ancêtre qui est à Yadé, et un peu au nord, vous avez la Soukala à Tandjouaré. Je ne vais citer que cela parce que maintenant, il y a plusieurs personnes qui voudraient créer leur propre musée compte tenu de l'importance qu'ils voient à partir des biens culturels. Merci. On va devoir suspendre là, madame la directrice du patrimoine culturel du Togo, Lucie Badjoumbaïna Tidjougounan, qui nous fait le plaisir, l'honneur de venir partager avec nous cette journée. L'avis est lancé à tous les mécènes, à tous les amis des musées et du patrimoine de notre pays pour la préservation de cette histoire, de cette tradition. Uriel? C'est tout à fait un cours qu'on vient de suivre. Je pense que c'est l'occasion pour nous tous de nous rendre compte de la grande richesse que dispose notre pays. La question que j'aimerais lui poser est toute simple. Quelle est la part de contribution de ces musées dans l'économie du pays? Madame? Merci pour la question. Quelle est la part de contribution dans l'économie du pays? Les musées qui sont créés sauvegardent tout un patrimoine. Pour visiter ce patrimoine, si tout est bien organisé, il y a des entrées payantes. Mais le musée est créé à but non lucratif. Donc, ce qui veut dire qu'il faut promouvoir la culture qui y est, mais vous avez des dérivés de musées. Quand vous avez un grand musée, il y a des parties où vous pouvez exploiter pour faire rentrer de l'argent. Le visiteur qui vient visiter le musée, s'il y a des souvenirs, il va emporter des souvenirs. S'il y a un restaurant, il va aller manger. S'il y a des hôtels, il va dormir dans un hôtel avant d'aller au musée. Autant de choses qu'on peut créer autour d'un musée. Et des pays nous en donnent l'exemple comme la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Cambodge, la Thaïlande, qui ont une véritable industrie touristique basée sur les musées et tout ce qui entoure les chambres d'hôtel, la restauration et tout. Ici à Lomé, vous pouvez aller visiter le marché aux fétiches. Je ne sais pas si Uriel connaît le marché aux fétiches. Je vous montrerai bien volontiers. Eh bien, la journée internationale du musée que nous célébrons aujourd'hui, malheureusement... J'ai une question pour madame. Oui, Didier? Oui, madame, comme ça le disait tantôt, on a vu d'autres pays qui ont vraiment développé leur musée et ça sert même des fois, ça contribue au développement du tourisme domestique. J'ai visité une fois le musée national du Togo. J'avoue que c'était une petite déception. Mais quelle est la politique aujourd'hui à votre niveau de développement, de reconstitution ou même, je veux parler de développement du musée national pour que ce musée-là véritablement reflète ce que c'est que l'histoire du Togo, parce que l'histoire s'écrit au jour le jour et ne s'est pas arrêtée à un temps donné. Madame? Merci bien. C'est une question primordiale et elle demande la contribution de tout le monde. D'abord, pour que ce musée soit d'une grande envergure, il faut lui donner une place. Le politique a donné une place importante en le créant, mais maintenant il reste les infrastructures à mettre en place pour qu'ils répondent aux normes internationales. Donc nous avons quelques difficultés pour que le musée puisse répondre à tous ces atouts. Mais si on construit un musée digne de ce nom, il ne sera pas logé au palais des congrès. Il sera construit répondant aux normes internationales et on aura tous les atouts. Par exemple, le village artisanal qui forme certains artisans, qui est la relève de demain, c'est un pan du musée, c'est un pavillon du musée. Donc vous voyez que les artisans, par au moins leur métier, ils retracent l'histoire des métiers qu'on avait au Togo.
Donc, si on construisait ou bien on donnait une grande place à ce musée, on nous construisait un bon musée avec tous ses atouts, je crois que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Merci. D'accord, Sujet intéressant, mais actualité oblige. Souffrez qu'on met 3 points de suspension. Peut-être que les amis auditeurs interviendront dans ce débat parce que notre invité, la directrice du patrimoine culturel, Lucie Badjoubaena Tidjoukuna, reste à nos côtés jusqu'à la fin de cette émission. Je disais que cette célébration du musée arrive en ce temps de Covid-19 qui limite les déplacements, qui proscrit les grands rassemblements. Alors Didier, ça nous introduit à l'actualité, comme nous le faisons d'habitude avec le Covid-19. Les derniers chiffres du jour, Didier Alirou, bien 300 aux dernières nouvelles, il s'est fait 301 hier. Cas confirmés. Jusque-là, le site n'est pas encore actualisé. Je ne sais pas si lorsqu'on entrait en studio, c'est actualisé, mais on était encore à 301 cas confirmés avec 104 guérisons. 104 guérisons, donc on a toujours 188 cas actifs actuellement, 11 décès toujours. Et donc, voilà les chiffres qu'on a. S'il y a des évolutions, on reviendra dessus en cours d'émission. 301 cas avérés que nous avons découvert hier au journal télévisé à 20h. Et la semaine dernière a vu une certaine prolifération des cas de contamination. Il n'y a pratiquement plus de préfecture, de localité qui en soit exclue. Même chez vous, dans la Bina, Uriel Enyam, le Covid-19 est devenu réalité. Une réalité depuis hier, mais je puis dire quand même que ce n'est pas hier qu'on a identifié les cas parce que c'est des cas suspects sur lesquels on a effectué des prélèvements envoyés à Lomé. C'est des personnes qui sont revenues du Nigeria, vous le savez. Tous les pays n'ont pas été si disciplinés que le Togo. Les gens ont laissé les frontières ouvertes et ça a permis ces intrusions-là qui nous mettent en mal actuellement. Mais sur ces 4 personnes, on a effectué les prélèvements. Seule la petite fille a eu le malheur de révéler, de se révéler positive. Et actuellement, je pense que ce qui inquiète là-bas, c'est que jusqu'au 14e jour, j'ai pu joindre l'autorité principale de la Bina ce matin, jusqu'au 14e jour, lorsqu'on a effectué les tests, la petite fille était toujours négative. C'est le docteur qui a insisté que les tests aillent jusqu'au 16e jour avant qu'on ne sache qu'elle était positive. Vous voyez, c'est ça le danger. Si on s'était arrêté au 14e jour, parce que le principe général dit, bon, 2 semaines c'est suffisant, on aurait pu laisser celle-là s'introduire encore dans la masse et contaminer d'autres. Donc actuellement, elle reste toujours avec sa maman. Les tests continueront sur sa maman parce qu'on ne sait jamais et on verra ce que ça va donner. Ou bien dans la Bina, un peu partout, à Saint-Cassé, dans le Wawa, un peu partout, des cas sont signalés de coronavirus. Et Uriel le disait, c'est un peu notre indiscipline, notamment ceux qui continuent à traverser les frontières malgré qu'elles soient officiellement fermées. Et puis l'État togolais a instauré des bouclages de zones. Mais Dieu seul sait, si nous passons d'une préfecture à une autre, soit pour dessert ou pour visiter aux parents, c'est cette indiscipline qui fait propager le virus un peu partout. Et c'est pas fini, les compartiments barrières que nous nous amusons à défier tous les jours. Il y a des gens qui ne portent pas la bavette, le cache-nez. Il y a des gens qui continuent à s'agglutiner, notamment dans les bars, dans les kiosques à Tchoukoutou et autres. Il y a des gens qui continuent encore à faire des sports de groupe, alors qu'on nous dit que ce n'est pas ces comportements que nous propageons le mal. Ce qui amène le méga info attitré aujourd'hui, ampleur du Covid-19 au Togo, notre pays risque de manquer de moyens. Alirou Tchakala, si ça devait augmenter jusqu'à 1000, 3000, 4000, 20 000, est-ce que notre Togo aura les moyens de faire face? Non, on n'aura pas les moyens de faire face à cette nouvelle situation qui est en train de se créer déjà avec 300 cas et tout ce que cela suppose comme mesure sanitaire. On n'est pas en mesure de gérer ces cas-là. Donc, je crois que nous allons périr
pour faute de discipline, parce que depuis quelque temps, on a constaté que les Togolais ont repris avec les vilaines habitudes. Il y a eu un relâchement suicidaire à tous les niveaux. Et bon, depuis que l'État a un peu revu le couvre-feu, le ramenant de 21h à 5h, certains ont pensé que non, le mal est jugulé et que ils peuvent continuer toujours par se comporter comme si jamais on n'a pas vécu un seul cas de Covid-19 dans notre pays. Donc, je crois que il va falloir que nous nous disciplinions. Si certains pays qui étaient les pays où le mal a commencé ont pu arriver à bout du mal, c'est parce qu'ils ont été à un moment disciplinés. Il y a une certaine rigueur là dans le comportement de tous les jours. Mais ici, je suis désolé de constater que nous nous comportons comme si le mal, ça n'arrive qu'aux autres. Et on risque de le payer très, 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 très cash. Et j'ai peur aussi que les prévisions, entre-temps, trop funestes de l'OMS ne se réalisent finalement. Quand vous voyez au Bénin à côté, malgré la pandémie, les gens organisent les locales. Au Togo, les gens se retrouvent autour des pots avec les mêmes attroupements. Ça craint. Et franchement, on l'aura cherché. Ça craint. Ce que nous ne savons pas toujours, c'est que la riposte a un coût. Non seulement les écoles sont fermées, non seulement les églises sont fermées, non seulement notre vie sociale est limitée, mais Didier Assogba, la prise en charge des cas même, ça a un coût. D'abord le test qu'on fait aux gens pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs, il semble que ça coûte autour de 125 €. Quand vous convertissez en français, en CFA, ça fait au-delà de 80. Tout ça, c'est à la charge de l'État. Tout comme la nourriture, les traitements, le personnel, tout cela pèse financièrement, non seulement sur l'État, mais sur nos épaules aussi. Oui, l'État gouverne, l'État devrait prévoir, mais malheureusement, personne ne prévoit ce genre de maladie, c'est arrivé, et l'État a le devoir de se donner les moyens pour prendre en charge les citoyens qui sont en difficulté. Et on a vu que l'État, au-delà des patients, de ceux qui sont pris en charge au CHR Lomé Commune, l'État prend également en charge d'autres personnes à travers d'autres programmes de filets sociaux, notamment le programme Novici. Ça, c'est ce que l'État est en train de faire et c'est ce que l'État devrait faire qu'il est en train de faire. Peut-être d'autres penseraient que l'État aurait pu mieux faire, mais l'État fait ce qu'il peut faire en ce moment. Et si nous voulons que l'État fasse mieux, nous pouvons aider cet État-là en observant chacun à son niveau les gestes barrières et en essayant chacun d'être, on va dire, un blocage pour ce virus, pour que le virus ne passe pas par nous pour contaminer d'autres, parce que tant que les contaminations continuent, nous allons continuer à voir les défaillances de l'État, à critiquer l'État, et l'État ne peut pas aller cueillir de l'argent quelque part. On connaît cette expression. Puisque les ressources se font rares actuellement. Évidemment. Donc, ce que nous pouvons faire, chacun individuellement, en tant que Togolais aujourd'hui, pour aider l'État, je parle de l'État togolais, la République togolaise, c'est que chacun puisse se poser en rempart contre ce virus pour que le virus ne passe pas notre rempart pour aller contaminer d'autres. Et ainsi, nous allons aider l'État en nous aidant nous-mêmes pour ne pas contracter ce virus, pour ne pas tomber malade. Nous allons aider l'État parce que si les contaminations continuent, nous n'allons pas pouvoir reprendre nos activités comme avant. Et chacun, aujourd'hui, comme chez lui à la maison, on voit comment est-ce que les dépenses deviennent difficiles. Comment est-ce que la vie de tous les jours se complique de jour en jour parce que les activités ne suivent pas. Il va falloir vraiment que chacun prenne conscience et que chacun aide l'État à ne pas être un boulevard de contamination pour ce virus. Ça nous rappelle le slogan de cette société togolaise des eaux, vous connaissez, aidez-nous à bien vous servir. Alirou Tchakala. Oui, absolument, c'est la TDE. Oui, je crois que l'État... à un moment avait utilisé le bâton et on avait vu tout le tollé que cela avait engendré dans le pays.
Mais depuis que on a dû revoir les choses, mais je crois que les gens pensaient cet assouplissement-là, c'est la carte blanche donnée à à faire tout, à violer les tabous et à inviter le virus dans nos maisons, dans la cité. Donc, il va falloir quand même qu'on corse un peu, parce que si vous prenez un peu le cas du Qatar, il suffit seulement de sortir et de ne pas porter le masque et qu'on vous colle une amende de plus de 50 000 euros. Vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'ailleurs, on a pris la chose au sérieux. Si les mesures barrières, on doit les respecter, mais sortir, être dans son véhicule à 3 ou à 4 sans bavette, sans porter le... Je crois qu'il faut verbaliser les gens. Il y a un laisser-aller qui risque de nous causer du tort. Donc, que l'État reprenne et la carotte et le bâton, et mieux le pays va pouvoir gérer la situation. Dans ce sens, je rappelle que le Saint-Faute est en train de faire un plaidoyer pour que l'État togolais décrète le port systématique du masque. Ce matin, j'ai écouté également le pasteur Edo du mouvement Martin Luther King qui se joint à cette action, ce plaidoyer pour que le port du masque systématique soit décrété et les contrevenants qui devraient faire face à des amendes. Je rappelle qu'il y a des pays, si on vous surprend en train de parler quand vous sortez sans masque, on vous surprend pendant que vous êtes en groupe, on vous impose des amendes. Il y a même où on vous fout directement en prison. Oui. Est-ce que nous voudrons arriver là? Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus également, c'est autre conséquence du Covid-19, c'est les écoles qui sont fermées. Ça fait déjà 2 mois que les élèves sont à la maison. Les enseignants également qui se plaignent, notamment ceux du privé, et tout le monde s'en plaint. Et c'est Méga Info qui écrit aujourd'hui, Uriel Aignan, votre journal écrit, plus l'état d'urgence sanitaire dure et moins les réflexes se conservent chez les enseignants et les apprenants. Tout à fait, vous savez, l'enseignement ou l'apprentissage, c'est une chose qui doit rester dans les habitudes. Lorsqu'on reste d'une façon inhabituelle à la maison, comme le cas actuellement, ça rend compliqué la conservation des habitudes, des réflexes. L'enseignant qui a l'habitude de continuer le cours au 2e trimestre jusqu'à aller au mois d'avril-mai, cette fois-ci, juste après 2 mois, à la rentrée, on lui dit non, reste durant 3 mois parce qu'il y a une crise sanitaire. Les élèves sont aussi à la maison, personne n'apprend. Parce que psychologiquement, tout le monde est affecté. Même si quelqu'un vous dit à la maison, je suis en train de lire, je lis, je ne perds pas les habitudes, c'est faux. Parce que lire, c'est une chose, mais être devant les élèves pour dispenser ses cours et être devant son enseignant, c'est une autre chose. Donc, reprendre les cours, que ce soit après 2 mois, 3 mois ou combien de temps, c'est que ça serait difficile. Tout le secteur de l'éducation, c'est-à-dire tous les partenaires de l'éducation que nous avons pu joindre sur cette question qui paraissait banale, mais ils ont été très sérieux. Ils disent qu'un mois déjà, 1 mois et demi, 2 mois, ils ont des problèmes. Si on lui remet une copie tout à l'heure, il ne sait pas s'il peut se rappeler facilement des critères pour appliquer la correction, ou bien s'il se met devant les élèves. Est-ce que le réflexe va facilement s'installer pour qu'ils reprennent l'enseignement? Ça, c'est au côté enseignant. Mais imaginez un peu nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Qu'est-ce qu'ils deviendront à la reprise? Je ne vais pas dire nous allons nous transformer en cancre notoire, mais c'est que la situation nous oblige vraiment à fournir des efforts supplémentaires pour nous réadapter et obtenir une fin d'année. Mais attention, les écoles ne seraient réouvertes que quand nous aurons maîtrisé la propagation du virus. Or, nous avons parlé tantôt de ces comportements d'indiscipline qui aident à propager le virus. Mais puisque les écoles font toujours polémique, Uriel Aignan, plutôt Tchakala, votre journal aussi, Courrier de la République, vous titrez « Réouverture annoncée des établissements scolaires, reprise de l'école, mais sous le sceau de la santé et de la vie ». Et vous écrivez à ce sens que le ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire a dédié à faux à ces approches. Oui, ce qui est sûr dans notre pays, c'est que l'année pourrait avoir toutes les couleurs, sauf la blanche. On vous dira que le blanc n'est pas une couleur. Oui, mais c'est vrai, entre-temps, les parents, de même que les élèves, s'interrogeaient, est-ce que l'année va aboutir, mais
depuis la fin de la semaine écoulée, on a une certitude, c'est que, quoi qu'il advienne, l'année ne sera pas blanche, les cours reprendront. Mais dans quelles conditions? C'est vrai. Si le ministre Afo Atchadidji a rassuré les parents d'élèves, les élèves et tous les autres partenaires, mais ça ne va pas se décréter comme ça, comme ce fut le cas quand on avait décrété la cessation des cours. Mais il faut des mesures qui doivent être prises à tous les niveaux pour que cette reprise-là ne soit pas porteuse de désastres, de drames dans le système éducatif du Togo. Donc, le ministre des enseignements primaires et secondaires voudrait quand même que on puisse utiliser les grands moyens. Il faut désinfecter les salles de classe et il y a d'autres mesures qui doivent aussi être prises pour que les mesures barrières puissent être même mises en place dans les salles de classe. Parce que quand vous voyez un peu nos salles de classe où une seule classe peut contenir plus de 100 élèves, ça serait tellement risqué de pouvoir commencer les cours dans ces conditions-là. Quand vous prenez aussi les récréations, comment est-ce que les élèves sortent? Ils sortent, c'est des attroupements. Est-ce que ceux-là qui viendraient aussi vendre, est-ce que c'est beaucoup de paramètres à respecter désormais quand cette réouverture sera effective. Parce que on va pas conduire les enfants à la boucherie au nom de sauver une année, dit-on. Donc, le ministre Atchadidji dit oui à une réouverture prochaine, mais il y a des conditions qui doivent être remplies avant que on ne le fasse. Donc, comme vous l'écrivez si bien, la réouverture des écoles doit se faire sous le double sceau de la santé et de la vie. Et on voit l'exemple en France, la France qui a commencé à déconfiner depuis la semaine prochaine, et la France se rend compte que ramener les enfants à l'école n'est pas chose si aisée que ça, Didier. Oui, naturellement, si en France c'est compliqué, j'imagine chez nous. Alors que leur classe compte 20-25 élèves maximum. Évidemment, 20-25, et avec la situation du Covid, ils ont dû quand même revoir un certain nombre de mesures par rapport aux salles des classes. Mais j'imagine chez nous, je m'amusais à expliquer à des gens depuis la semaine dernière que on a validé au moins les 2 trimestres de l'année. Les 2 trimestres, Uriel peut me le confirmer. Je pense que dans notre système éducatif, c'est les 2 trimestres là qui comptent les plus. C'est-à-dire que quand on veut vraiment capitaliser une année scolaire, c'est le premier trimestre et le deuxième trimestre qui comptent véritablement. Le 3e trimestre, on fait 2 semaines ou 3 semaines de cours pour révision et on commence les compositions de fin d'année ou les examens de fin d'année. Et donc, Dieu merci, on a pu valider ces 2 trimestres avec quelques jours, mais une semaine où les gens se préparaient à faire plutôt la fête, les semaines culturelles, on sait ce que ça donnait. Donc, on a validé ces 2 semestres-là. Donc, à quoi bon de nous précipiter pour amener les enfants à l'abattoir si on sait que dans des salles de classe, il y a 150 personnes. Même pour les salles d'examen encore. Même pour les classes de terminale de 3e, on a dans des classes pas possibles jusqu'à 150 élèves. Donc, dans quelles conditions nous allons aujourd'hui dire que le 2 ou le 3, nous envoyons les enfants à l'école sans préalablement étudier une possible délectation du nombre et de l'effectif au niveau des classes. Donc, la solution, moi, je pense, c'est peut-être de décider de reprendre avec les classes d'examen et à les diviser autant que possible dans les salles de classe pour que si les élèves des classes d'examen finissent, on peut alors faire venir les élèves des autres classes, classe par classe, pour qu'ils composent et que l'année soit validée. On a jusqu'à août pour faire cette affaire. Et donc, je pense qu'on peut y aller progressivement, mais ne pas prendre le risque d'amener tout le monde en même temps. Il y a d'abord les salles qui sont pléthoriques. Et en plus, les cours de récréation, on ne peut pas envoyer des militaires ou des soldats pour aller dire aux élèves, ne vous tapez pas dessus, n'allez pas manger ensemble. C'est vraiment risqué que d'envisager une reprise sans réfléchir à ces préalables. En tout cas, le ministre Atchadidji Afo, donc Courrier de la République dit qu'il a ses approches, devra bien y réfléchir, parce qu'il s'agit quand même de nos enfants et de l'avenir de tout le pays. Uriel? Quoi qu'on dise, il y a la période d'urgence sanitaire qui va jusqu'à fin juin. Je ne suis pas sûr qu'on pourra réouvrir les écoles avant cette période-là. Il va falloir considérer tout ça. Et puis, je ne suis pas en train de voir un parent, même si c'est une décision du président de la République, si
le mal n'est pas endigué, si le mal n'a pas été chassé, je ne suis pas en train de voir un parent qui laisse son enfant pour aller à l'école. Et on voit en France des parents qui refusent de renvoyer leurs enfants à l'école, bien que ce soit le gouvernement qui pilote la reprise. Bien sûr. Les parents quand même leur mot. Mais j'ai bien aimé votre article, Tchakala. Il faut que la reprise des cours se fasse sous le double sceau de la santé et de la vie. Le ministre Acha, il est père de famille lui-même, n'est-ce pas? Oui, si. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à des questions qui, quelque part, suscitent l'urticaire. Ça fait 2 semaines, jour pour jour, qu'on a retrouvé ensanglanté, inanimé, mort dans son bureau, Toussaint Madjoulba, qui n'était que colonel, commandant de ce corps d'élite. Le citoyen lambda que je suis se demande comment est-ce que le commandant d'une base militaire peut se voir surpris et assassiné comme ça dans son bureau. 2 semaines après, c'est toujours les émotions et les interrogations autour de cette tragédie. Le journal L'Humanité paru aujourd'hui titre « Adieu mon colonel ». Siou pleure, s'interroge et réclame. Pour sa part, le journal La Montagne lui écrit « Assassinat du colonel Madjoulba et manifestation de colère à Doufelgou, l'avant-dernier bastion du pouvoir a craqué ». Voilà des articles dont les titres seulement interpellent quand on est togolais. Uriel Enyang. Vous savez, cette mort, quoi qu'on dise, qui que vous soyez, ça ne va pas vous intéresser. Mais moi, j'ai une lecture de la chose. Vous voyez, on a l'impression de voir les mouvements, les émotions, comme si c'est la population de ce colonel-là, d'où est issu le colonel-là, qui est mécontente. Non, c'est tous les Togolais. C'est tous les Togolais qui sont mécontents, qui ne sont pas d'accord, qu'on tue les gens de cette façon. Le lieutenant-colonel Madjoulba n'est pas la première personne. Il est au tableau de colonel plein depuis le mois de janvier. D'accord. Donc, quel que soit son titre, personne n'a le droit de tuer un autre. C'est tous les Togolais dans leur ensemble qui ne sont pas d'accord. Puisque nous avons cette habitude, bon, quand quelque chose touche ton frère, tu fais semblant comme si tu es le plus touché. Nous sommes tous touchés. Maintenant, nous encourageons et nous motivons les chefs de l'État à mettre tous les moyens en place, à ce que, au moins pour une première fois, que les enquêtes là aboutissent. Que ces enquêtes aboutissent pour le bien de tous les pays, pour que chacun se sente en sécurité. Parce que si ça n'aboutit pas encore, si on laisse qu'un autre événement vienne ternir celui-ci, parce que quand il y a un événement, bon, tout le monde en parle, mais un autre viendra, on fait semblant d'oublier. Tout de suite, quand on a assassiné le colonel, mais l'affaire Agbémé, on fait semblant d'oublier. Mais l'affaire Agbémé revient. Voilà, ça rebondit de temps en temps. Mais moi j'ai dit, il faut que cette fois-ci, les autorités fassent tout pour que cette enquête-là aboutisse, parce que c'est pas normal. Merci. Tchakala, comme Uriel le dit, c'est pas seulement Siou, c'est pas seulement Doufelgou, c'est pas seulement l'armée, c'est tous les Togolais qui aiment leur pays, qui cherchent à savoir ce qui est arrivé à Madjoulba. Et pour cela, le procureur de la République, d'après ce que nous avons appris, s'est autosaisi, a diligenté une enquête judiciaire. Nous apprenons également que le ministre de la Défense, qui se traite de chef de l'État, a créé une commission présidée par le général Yard, qui comprend des officiers supérieurs de la gendarmerie. Et comme le dit Uriel Enyang, pour question de salubrité publique, il faudra que les conclusions de cette enquête-là nous soient livrées. Oui, absolument. C'est vrai, c'est pas seulement Siou, c'est pas seulement Doufelgou qui pleure le colonel. Je suis d'Assoli, mais je pleure le colonel. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des jeunes officiers au grade de colonel dans notre armée. Et ma fierté a été heurtée parce que ça s'est passé où? Dans un camp, un grand camp. Et où encore? Dans le bureau même du commandant de ce camp. Il va falloir quand même que la lumière se fasse autour de là. Parce que c'est comme si on a été agressé. L'armée togolaise, quoi qu'on dise, c'est une armée réputée. Partout où elle va, on sent une certaine discipline, on sent son efficacité, son savoir-faire. Sur tous les fronts, là où la paix est menacée, quand on envoie un contingent togolais là-bas, vous voyez, toujours c'est des attitudes responsables. Maintenant, quand ça vient se passer chez nous, et que ce soit le patron même d'un camp, réputé un camp d'élite, c'est là que ça heurte les consciences. C'est vrai.
Et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, il y a un peu, les gens montent un peu les enchères autour de la chose. Il y a des noms qui sont cités à tort ou à raison, on ne saurait pas. À partir du moment où une commission d'enquête a été mise sur pied, tôt ou tard, la lumière se fera sur cette affaire. Parce que le colonel Madjoulba, ce n'est pas n'importe qui. Et pour même la renommée, même pour l'image de notre armée, je pense que cette enquête doit aboutir. Et bon, pendant combien de temps? Aujourd'hui, les fils de Doufelgou, plus précisément de son lieu, Sioux, veulent le corps. Parce que quand quelqu'un, c'est un peu partout, hein, quand quelqu'un meurt de cette façon aussi brutale, il y a des cérémonies à faire. Sûrement que c'est par rapport à cela que les parents réclament le corps pour peut-être faire les cérémonies afin d'apaiser l'âme hein, du disparu. Peut-être, bon, c'est ça. Tant que on n'aura pas vu le corps, les suspicions, les supputations iront bon train. Il y aura tous les amalgames que les gens feraient autour de l'affaire. Et la vérité, elle est quelque part. C'est cette vérité-là que nous voudrions qu'elle se manifeste. Et nous comptons sur cette commission mise sur pied. Et nous comptons aussi sur le procureur qui s'est aussi saisi de cette affaire. Merci. Parce qu'il faut une fois au moins. Il y a eu des morts dans ce pays, mais on n'a jamais su quelle main a frappé. Mais pour le colonel, je crois que pour l'image, pour la renommée et pour même certains éthiques, là, il faudrait que la lumière se fasse autour. Merci vraiment que la lumière se fasse, s'il nous plaît, nous tous. Et puis, cette mort de colonel Madjoulba soulève quelques pans de nos émotions, toutes togolaises, toutes africaines. Voilà les parents qui réclament son corps pour l'inhumer selon les rites traditionnels en pays Naoudba, alors que nous apprenons que Madjoulba Toussaint était chrétien catholique. Alors, un chrétien catholique meurt dans des conditions vraiment violentes et c'est la famille qui réclame le corps pour l'enterrer selon les rites du clan. Qu'est-ce qui va prévaloir? Mais ça, c'est une grosse question de philosophie que je ne vous pose pas, Didier Assogba. Non, évidemment, je ne veux pas aborder moi non plus, je ne veux pas aborder la question sur ce plan. Mais ce qu'il faut aujourd'hui poser comme débat au Togo et qui intéresse tous les Togolais, c'est que est-ce que nous sommes vraiment en sécurité? C'est la grande question qu'il faut se poser. On dit notre armée est réputée, ceci, cela, on est tous d'accord. Et on voit le prouesse que font nos officiers, nos militaires, nos forces de l'ordre lorsqu'ils sont en mission à l'extérieur du pays. Mais à l'intérieur du pays, combien de fois des gens ne sont pas morts au Togo et qu'on diligente des enquêtes qui n'aboutissent jamais? Je retourne cette question, même au sein même des forces de l'ordre de sécurité. Il y a encore quelques mois, on en a tellement parlé dans ce studio, des militaires qui vont tabasser des gardes forestiers, tout près de Lomé ici. Et on a cité des noms. De celui qui les a envoyés, de ceux qui les aurait envoyés. Bon, ok. Vous n'avez pas la conclusion officielle de l'enquête. Bon, ok, soit. Mais aujourd'hui, est-ce que on a promis, le ministre a pris la parole pour dire qu'il y aura des suites. Oui. Est-ce que plusieurs mois après, on a eu des suites? Non, on n'a pas de suites et on n'en aura pas. Parce que notre armée est ce qu'elle est et c'est aujourd'hui ce qui complique la situation même à la commission mise en place pour faire la lumière autour du décès de Toussaint Madjoulba. Moi je suis de Yoto. Je savais même pas qui était quelqu'un qu'on appelait Toussaint Madjoulba. Je connais un Madjoulba qui est colonel lui aussi, mais ambassadeur du Togo en France. Et qui est le frère aîné de celui qui vient de mourir. C'est après sa mort. Et colonel également. Oui, colonel également. Mais moi, ça m'a tellement frustré de comprendre et d'entendre que quelqu'un qui commande une unité comme ça. Unité d'élite. Oui, d'élite, à Lomé. N'importe qui n'est pas béret rouge, hein, et n'importe qui ne peut pas rentrer dans le camp qui est là-bas, là. Ouais. Quand moi je passe à côté pour aller à Mission Tové, j'ai tous les frissons. N'importe qui ne peut pas rentrer là-bas. Et donc, on rentre dans le camp, c'est pas fini. On rentre dans la section qui est consacrée à l'administration, et on rentre dans le bureau du chef, on le descend, on ressort tranquillement, il n'y a pas de traces, et aujourd'hui, on est en train de parler. Plusieurs semaines déjà, 3 semaines déjà, 2 semaines autant pour moi déjà, et il n'y a toujours rien, et personne ne dit rien. Moi, c'est à ce niveau, je vais interpeller le chef de l'État. J'interpelle le chef de l'État.
s'il sent que la commission d'enquête a des difficultés, qu'il se saisit lui-même du dossier. Il s'était déjà saisi. C'est lui qui a créé la commission. Mais qu'il reprenne le dossier lui-même, qu'il préside la commission, ça pourra peut-être effrayer des gens à parler ou à dire, je sais pas, il faut... Tchakala disait que même tard, la vérité doit se faire. Non, tard, ça va faire du tort à la République. Tôt est le mieux et chacun sera situé et on prendra les dispositions qu'il faut pour assainir notre armée de criminels qui vont descendre des gens tranquillement, qui vont tabasser des gens tranquillement. Ça permettra aux citoyens de se sentir en sécurité et même au chef de l'État lui-même de se sentir en sécurité. Parce que lui aussi, il est protégé par un régiment. Commando de la garde présidentielle. Demain, quelqu'un peut rentrer là-bas tranquillement, descendre le chef du régiment et rentrer et le descendre aussi. Et le pays est en danger comme ça. Donc, il faut que tout ce qu'il faut, tout ce que cela peut coûter à notre pays, à la République, pour qu'on retrouve des gens comme ça, je pense que le plus tôt est le mieux. On a beau dire que l'armée est une grande muette, mais il faut que l'armée souffre de nous faire voir du moins un peu de transparence dans cette mort. Et ce qui frustre encore les gens, c'est que jusqu'à ce jour, officiellement, ni la République, ni les forces armées togolaises n'ont sorti un communiqué officiel pour informer l'opinion de la disparition de Madjoulba, alors qu'il a suffi moins de 24 heures après sa mort pour désigner son successeur qui a pris possession du camp depuis, ce qui soulève un certain nombre de frustrations dans toute la population. Uriel Ignan? Oui. Frustration dans toute la population. Je voulais faire rapidement des mises au point. D'abord, quand on dit que la famille réclame le corps pour l'enterrer selon les rites, vous savez, nous sommes des journalistes, on va à l'information. Il semblerait que ceux qui manifestent dans Sioux, dans tout Doufelgou, la famille ne fait pas partie. C'est parce que la famille ne dit rien que les manifestations se sont étouffées. Mais en même temps, Uriel, je n'ai pas connaissance que la famille s'est élevée pour démentir les réclamations que les gens font. Mais si elle ne dit rien, ce n'est pas démentir qui est son problème. Ça, c'est un. De deux, vous savez, 2 semaines pour une enquête, je ne trouve pas que c'est trop quand on n'a pas encore les résultats en 2 semaines. Moi, personnellement, à ce que je sache dans ce domaine, je ne trouve pas que c'est encore trop. Si on doit avoir les résultats, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, qu'on ait ces résultats-là. 2 semaines, ce n'est pas encore trop pour révéler les résultats. Vous savez, rappelez-vous d'un titre que nous avons sorti la dernière fois. Il y a eu des cas similaires. C'est l'occasion pour remonter. Ici, sur ce plateau, j'ai eu la chance d'être là. Tchakala était là, Didier était là, quand on était avec le ministre-colonel Urokura Gadazi, quand lui-même a rappelé, il a utilisé l'expression « on a égorgé 2 militaires à sa devanture à Sokodé ». Vous voyez, des cas similaires, des crimes en série, c'est l'opportunité pour l'autorité de remonter et de rattacher ces enquêtes-là pour voir à qui profitent ces crimes. Nous sommes dans un pays où on doit être en sécurité, comme le disait là, nous sommes d'accord, c'est l'exigence d'un minimum de transparence dans la vie nationale. Tchakala? Oui, le dossier, il est hautement sensible. Hein. C'est vrai, il est très sensible. Et ceux-là même qui ont été mandatés de mener l'enquête mesurent la complexité de la chose. Donc, je crois que 2 semaines, c'est encore trop tôt pour que des pans de la chose puissent nous être donnés. Mais ce que nous souhaiterions, c'est que ça aboutisse. C'est ce qu'on peut dire. Mais dire aussi que la famille du regretté Madjoulba ne dit rien. Mais oui, elle peut ne pas dire rien. Elle est en train de faire le deuil. Elle est sous le choc, elle ne peut rien dire, mais c'est pas seulement Sioux qui a manifesté. J'ai appris que Ténéga, Koka et les autres aussi. Ça veut dire que c'est une affaire de toute la préfecture. C'est nous tous Togolais. Moi-même, je suis très concerné et jusqu'alors, je suis sous le choc parce que je ne peux pas admettre que dans un camp considéré comme le plus huppé, le plus en vue, comportant des gens bien formés, ça puisse se faire comme ça. Donc, merci. Bonne chance à la commission présidée par le général Yap et les officiers supérieurs de la gendarmerie. Un minimum de transparence et cela va doper davantage notre fierté nationale. Maintenant, une question politique qui ne draine pas moins d'émotions, c'est les suites de l'élection du 22 février. Vous connaissez les résultats, le président qui a prêté serment, Agbouillomé, qui réclamait la victoire pour lui et qui a dû passer par la gendarmerie. Il est mis sous liberté conditionnelle avec des engagements qu'il a pris, dont entre autres ne pas revenir sur le scrutin du 22 février et encore moins en réclamant la victoire.
Mais la semaine dernière, au détour d'une conférence de presse, le monsieur Agoyome a dit des choses sur ces élections dont il disait toujours se sentir le vainqueur, ce qui suscite la polémique dans les journaux et dans les médias. Et puis Didier Assogba, une des personnes de la dynamique Kodjo, s'est exprimée dans vos colonnes Togo Breaking News, Madame Adjamago Johnson, qui a dit que la dynamique Kodjo est toujours prête à aller jusqu'au bout. Oui, la politique togolaise et le Togo, comme il va, donc on y va. Oui, on sait que nous tous on a lu ces conditions de liberté provisoire circulées et qui avaient été, selon les avocats de la dynamique, imposées aux leaders de cette dynamique-là qui avaient été arrêtés. Il semble que ce ne sont pas des engagements qui avaient été pris. On leur a imposé des choses. Ils ont dû observer un temps donné et on leur a dit de ne pas se prononcer sur cette affaire-là. Eux-mêmes, ils disent, jusqu'à la prestation de serment, ils disent que la prestation de serment de M. Fonya Singbe a déjà eu lieu et donc on ne peut pas leur imposer leur sortie de la conscience qu'ils sont les vainqueurs de cette élection-là. Je ne suis pas la justice appréciera, mais Madame Adjamago dit que la dynamique, Monseigneur Kodjo, va continuer jusqu'à ce que cette alternance que les Togolais auraient décidé dans les urnes soit une réalité. Et donc, on suivra les autres actions et les autres stratégies, les autres actions que la dynamique compte mettre en œuvre. Nous sommes là toujours pour apprécier, c'est ce que Adjamago a déclaré. Merci. Suite au propos de Agoyome Kodjo la semaine dernière et également avec ce que Adjamago Johnson dit par le biais de Togo Breaking News. Sûrement, c'est ce qui inspire nos confrères de Togo Matin à titrer ce matin: violation du contrôle judiciaire, la dynamique Kodjo et son candidat défient la justice. Écrit donc Togo Matin, pendant que le même journal Togo Matin revient sur une autre affaire, toujours dans cette ambiance. Affaire de compilation des résultats de la présidentielle du 22 février, la dynamique Kodjo et le sieur Sana Sadio se désavouent. Vous rappelez toute la polémique là. Et là-dessus, autre journal, l'Humanité, qui écrit lui aussi: dynamique Kodjo, la montagne des mensonges s'écroule. Et que vous, Tchakala, votre journal Courrier de la République, vous écrivez: la grande arnaque. Monseigneur, êtes-vous sûr que c'est le Saint-Esprit? Oui, avec tout le méli-mollo qui se passe au sein de cette dynamique, nous sommes en légitime droit de nous poser cette question. Est-ce que tout est mu par le Saint-Esprit? Je suis musulman, mais j'ai fait l'école catholique d'Alédio. Après tout, j'ai continué au collège Chaminade où il y avait une formation humaine religieuse. On sait tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la réussite. Il n'y a jamais d'échec. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a cette union. Il n'y a pas de division. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne diffame pas, on ne triche pas. On ne maudit pas. Mais ce que nous constatons, malheureusement, on dit que tout on est inspiré par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait, c'est le Saint-Esprit qui dicte la conduite à suivre. Mais on a constaté malheureusement que tout ce qui est fait par la clique, en premier lieu, le prélat, ça tranche avec ce que le Saint-Esprit est en mesure de réaliser. Donc, finalement, je ne me retrouve pas, je me perds. Bien que je sois musulman, mais je me perds, je me dis, mais on ne peut pas dévaloriser les belles vertus du Saint-Esprit comme cela. On ne peut pas se comporter, si tant est que c'est le Saint-Esprit, on n'aurait pas tous ces résultats qu'on ne verrait même pas à un microscope sophistiqué. Donc, je me dis que c'est de l'arnaque, tous ceux-là qui disent que tout est motivé par une inspiration divine et tout cela. Donc, je crois c'est un disque rayé. Ça a trop duré. Et si le Saint-Esprit doit agir, il agit en bien, il n'agit pas en mal. Et
continuent à dire que non, c'est le Saint-Esprit, continuent à dire que non, mais certains vont même jusqu'à dire qu'il n'y aura pas 4e mandat. Mais le serment qui a été prêté lance le 4e mandat. Donc, Faure est en train de faire ce 4e mandat. Donc, quel 4e mandat, à quel mandat on dit encore stop? Donc, il va falloir que nous soyons un peu plus conséquents et plus responsables. Et les militants ont droit à être respectés. Ce que vous ne pouvez pas faire, n'allez pas vendre des montagnes, des mirages aux gens. C'est déjà plié. Pensez plutôt à l'avenir. Maintenant, vous êtes là. Vous caressez un passé douloureux qui ne vous apporte rien. Et vous comptez emballer qui avec tout cela? L'esprit, le Saint-Esprit a son agenda que moi je ne maîtrise pas, mais nous constatons les choses au jour le jour. Et comme vous avez mentionné le 4e mandat, ce 4e mandat est effectif depuis déjà plusieurs jours, depuis 2 semaines. Oui. Or, nous continuons à attendre le premier gouvernement de ce 4e mandat. Et là-dessus, Courrier de la République écrit « Difficile gestation du gouvernement, Faure sous pression ». Alors, Tchakala, Faure est sous quelle pression et de qui? Non, vous savez, nous sommes 7 millions de Togolais. Un peu plus. Un peu plus. Et tout cela, on ne passe pas un concours avant de devenir ministre. Donc, tous les profils, le tien est bon pour être ministre, celui de Didier, celui de Chaud, moi-même, on peut être ministre. Donc, vous voyez, choisir tout ce petit groupe restreint qui ne va pas peut-être excéder 30 pour en faire des ministres, ça veut dire que la pression, elle est manifeste. Quand vous voyez aussi dans le gouvernement, dans le pays, il y a des gens aussi qui ont le profil d'être Premier ministre. Donc choisir dans tout ça là. Eh bien, vous allez aider le chef de l'État à lui indiquer. Non, je crois que lui-même il est serein, il va finalement dérouler et ça serait peut-être à une vitesse qui va surprendre plus. Merci. Et Bega Info, Uriel, vous écrivez insécurité, plan national de développement, Covid-19, décentralisation. Le prochain gouvernement de Faure Gnassingbé devra travailler dur. Tout à fait, le prochain gouvernement devra travailler dur. Apparemment, c'est le mandat qui s'affiche très compliqué pour le président de la République. Parce qu'à voir les défis qui s'affichent en face, l'insécurité, on a le Covid-19, on a la décentralisation, on a tous les problèmes possibles. Ça veut dire que le président de la République ne va pas badiner avec le choix des ministres. Si on prend n'importe quel ministre, je pense que ça va le rattraper en cours de route. Voilà, il est 12h. Didier, juste un petit mot avant que nous allions à la pause. Non, justement, moi aussi j'attends qu'on nomme vraiment des ministres qui travaillent. J'avais déjà dit ça. Que le chef de l'État prenne toute la mesure de la situation. Je pense que les signaux actuels, déjà avec le Covid, la volonté de mise en œuvre du PND et conjugué avec la situation sécuritaire et tout, beaucoup d'autres paramètres sont là aujourd'hui. Et en même temps, ne pas oublier qu'il faut toujours continuer à unir les Togolais, à les réconcilier entre eux. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Donc, ce gouvernement, moi je pense, si je peux conseiller quelque chose au chef de l'État, c'est de ne plus faire un gouvernement militant comme ce qui a été fait en 2015, mais de chercher à trouver les compétences un peu partout pour faire vraiment un gouvernement togolais, un gouvernement républicain qui vraiment pourra travailler sans arrière-idée pour le développement du Togo. Merci. Insécurité, plan national de développement, Covid-19, décentralisation, sans oublier l'opposition qui ne veut pas se taire, non seulement la dynamique Poduro, mais les autres partis. ANC, CAR, US et les autres, ils n'attendent que la prochaine étincelle pour rebondir. Alors, pourquoi pas les amener dans le gouvernement? Ils peuvent aller au gouvernement. Les uns les autres apprécieront, mais le prochain gouvernement de Faure Gnassingbé devra travailler dur. Sur ce, nous marquons une petite pause et nous venons à vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74, le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, l'actualité a été riche aujourd'hui. Nous célébrons le musée le 18 mai avec Madame Tidjigouna à nos côtés. Et puis l'actualité sociopolitique que nous avons déclinée avec les trois confrères. La question est à vous. Le premier de la classe, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Constant Lemou. Enfin, aujourd'hui, j'ai réussi à vous joindre. Vous voyez que la témérité paie. Ça paye vraiment. J'ai suivi avec grand intérêt tous les intervenants et les sujets abordés. Concernant le patrimoine, j'aimerais ajouter que le patrimoine culturel, surtout compte sur la poterie,
Dans la région de la Karaï, plus particulièrement dans la Kosa, à Tchare et dans le village de Kachika, il y a vraiment une poterie vraiment très importante. Même il y a un site culturel classé patrimoine de l'UNESCO à Tchare. C'est à base de la poterie que des pavages ont été réalisés. Et cette activité est en train d'être améliorée avec la fabrication des pavés même à base de l'argile. Donc ça pouvait enrichir l'argumentaire de Madame la directrice. Merci, cher ami. Je vous rappelle que Madame Angela Giga avait fait des travaux de recherche, notamment sur ces traces-là à Tchare. Exactement. Et concernant les mesures barrières, je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la communauté à la base qui doit s'occuper. Nous travaillons, chaque communauté doit travailler, chaque cadre, quelle que soit son origine, doit se mettre vraiment pour que nous puissions couper la chaîne de transmission. Et contrairement à une information mal formulée sur votre antenne le 13 mai dernier, dans le canton de Tchare, beaucoup de dispositifs sont déjà mis en place, même depuis début avril, dès l'apparition des premiers cas à Yarpanga et autres. Les dispositifs mais au niveau du marché, qui accueille pratiquement toutes les préfectures et même des étrangers. Il y a une forte sensibilisation des chefs traditionnels et des leaders d'opinion, les organisations de la société civile et même des organisations ont été mises en place pour le relais. Les équipes de veille, je vais dire, ont été mises en place pour que le travail se poursuive. Et puis, merci, cher ami Constant Lemou. Nous sommes heureux que l'information aille jusqu'à Tchare. Souhaitons qu'il en soit de même dans tous les faubourgs et hameaux de notre pays. Merci Constant Lemou, mais nous nous retrouvons après. Le suivant déjà. Bonjour. Allô, bonjour l'ami. Alors, vous êtes en direct dans le club de la presse. Alors bonjour, vous avez oublié le sujet de Papson Moutiti. Non, on n'a pas oublié. Vous savez, l'agenda est déjà bien riche aujourd'hui. Nous y reviendrons demain. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, l'actualité... déjà un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Monsieur Sass. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Hein. Je vous en prie. Oui, c'est monsieur Roméo. Roméo. Oui, j'appelle par rapport à Covid-19. L'État a l'argent. Si l'État n'avait pas l'argent, ils allaient décréter déjà le port de cache-nez obligatoire. Moi, je ne comprends pas certains parents qui n'acceptent pas ou bien qui ne portent pas de cache-nez. C'est impossible. Quand vous allez à Zongo, j'interpelle le ministre Yark. À Zongo, c'est une population qui ne porte pas de masque, de casque, de cache-nez. C'est une population qui ne respecte pas les feux tricolores. Ça, ne roulez pas une voiture pour vous arrêter au niveau, ou bien une moto, vous arrêtez au feu rouge de Zongo là. Une voiture va vous ramasser. Restez au bord, restez à côté, restez carrément au bord si vous voulez rester les feux tricolores. Monsieur Yark doit tout à l'heure même diligenter les policiers là-bas. S'il n'amène pas les policiers aujourd'hui, je sens qu'il n'aime pas la population de Zongo. Pardon. Maintenant, je vais pour la mort du colonel. Oui. Par rapport à la mort du colonel, c'est difficile. Mais ce que je vais vous dire, est-ce que le peuple togolais va accepter les résultats des enquêtes? Point d'interrogation. Parce que si aujourd'hui, vous le... Il a dû partir, toutes les excuses pour tous les désagréments de sa communication, mais ce qu'il disait quand même était assez pertinent. Didier Assogwa. Ce qu'il dit est pertinent. Moi-même, j'ai fait le constat. Dans nos quartiers, ce qu'on voit, c'est pas... Je suis peiné d'en parler, parce que des fois, les gens vont penser à ce que... des gens vont penser que vous stigmatisez des communautés ou des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que des gens mettent les autres en danger en cherchant à se cacher pour prier à 5, à 7.
dans un coin disant qu'il n'y a pas de soldats ici, il n'y a pas de policiers, et on se cache, on s'agglutine pour prier ensemble à 18h ou à 19h. Je ne veux pas stigmatiser des gens, mais c'est les risques que nous prenons, nous mettons en danger les autres. Dans les marchés, un peu partout, vous voyez les gens qui font des choses, qui ne prennent aucune précaution, qui ne mettent pas de cache-nez comme il a dit. Les gens continuent de s'assembler, des gens vont même jusqu'à jouer au football encore. À faire des sports de groupe. Je pense que... Merci. Oui, je vais chuter dessus. Je vous coupe là parce qu'il y a un auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Asekna. Asekna. Oui. C'est votre nom? Ah, mais oui. Ah bon? Ah oui. Et le prénom alors? Le prénom? Oui. C'est Jank Parga. Ok, allez-y, Asekna Jank Parga. Nous vous écoutons. Bon, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Et bonjour, confrère aussi. Et monsieur Sass, franchement, il y a un relâchement au niveau de la Covid, ou bien, je ne sais pas, ce n'est pas le nom, ou bien l'article qui nous intéresse. Et il y a un relâchement total. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Quand vous voyez des gens qui s'embrassent, même qui font des bises, franchement, ça fait craindre. Alors que la semaine dernière, déjà, cette montée vertigineuse-là, ça fait craindre. Qu'est-ce qui est lieu de faire? Et moi, j'aurais souhaité que les guérisons là, ceux qui se guérissent là, parmi les 100 personnes, il y a personne qui peut venir vous inviter quelqu'un qui peut venir nous informer que réellement il y a danger à la demeure. Nous continuons à chercher, mais disons, nos amis n'ont pas beaucoup de courage parce qu'ils craignent également de faire l'objet de stigmatisation. Non, ailleurs ça se fait. Ailleurs ça se fait. Il faut qu'au moins dans les 100 guérisons, il faut au moins une personne pour... Si vous connaissez un cas guéri qui soit disponible à témoigner avec nous, nous sommes preneurs. Ça, pardon, je n'en connais pas. Oh bien, merci. Moi, je continue à chercher. Et puis pour le colonel là, monsieur Sass, c'est dans un cas, le monsieur n'est pas tué sur une route ou bien dans sa maison, c'est un cas. Il y a nos autorités qui disent on connaît qui fait quoi, on connaît qui est qui dans ce pays. Donc dans un cas, ils ne vont pas mettre un mois pour nous trouver celui qui a tué ce monsieur. Nous l'avons déjà dit ça, monsieur Asekna. Merci de passer le témoin au suivant qui attend en ligne. Il a dû partir. Oui, de retour, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur? C'est monsieur Diabango. Diabango? Oui. Ok. J'appelle Adétikopé. Adétikopé? Oui. Oui, allez-y. Il ne comprend pas tout juste les Togolais. Mais vraiment le courage de dire qu'il n'y a pas une maladie au Togo. C'est inadmissible. Je ne comprends pas. Comment l'on peut avoir le courage de dire, non, l'État va stopper les écoles, bloquer les églises, les mosquées, tout cela, parce qu'il n'y a rien. Alors, dites-nous, chez vous, Adétikopé, est-ce que vous observez les gestes barrières? Correctement. Il y a maintenant de problème. Mais les gens ont le courage de dire sur les antennes, disent qu'il n'y a pas une maladie, on trompe les gens. C'est inadmissible. Enfin, on n'a pas dit ça dans le club de la presse quand même. Non, c'est pas dans le tour de la presse, mais aujourd'hui, même sur Canal FM, quelqu'un est venu dire ça. Ah bon? Mais il n'y a pas une maladie au Togo. Nous sommes le courage de dire ça. Mais quand même. Mais bon, ça aussi, c'est la liberté d'opinion, liberté d'expression, malheureusement. Mais c'est inadmissible quand même. Ok, merci. Bon, et pour en terminer, je voulais demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Dans un camp militaire, je parlais de l'affaire du colonel. Dans un camp militaire, un djihadiste ou bien un terroriste va quitter en ville pour venir tuer quelqu'un dans un camp et on n'a pas vu là où il a passé pour rentrer. Mais je ne sais pas, comment on peut dire ça? Qui peut comprendre ça? Un terroriste va quitter en ville. Non, on n'a pas dit terroriste. Ou bien djihadiste. Pour le moment, enfin, nous cherchons à savoir qui a tué Madjoulba. Et la personne a passé par où pour rentrer dans le camp? Il vient d'où? Ok, merci. Je vous en prie. Sachez garder vos émotions. Déjà, le suivant. Alors, il est parti ou bien la ligne?
Oui, bonjour l'ami. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur Gérard. Gérard. Oui. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que la dernière fois, j'ai posé une question. J'ai dit que l'État doit passer à l'étape supérieure, le port de bavette obligatoire. On m'a répondu que l'État n'a pas donné assez de moyens à la population, c'est pourquoi on ne peut pas forcer les gens. Mais est-ce qu'on a assez de place à l'hôpital pour les recevoir? C'est là où il y a la question. Quand on ne veut pas que les malades dépassent les médecins à l'hôpital, il faut rendre le port de bavette obligatoire. Les tailleurs et les couturières en ont beaucoup mis sur le marché à vil prix. Pardon, passons à l'étape supérieure. Parce qu'il y a beaucoup d'inconscients. Sincèrement, il y a beaucoup d'inconscients. Merci. J'espère que le terme inconscient n'est pas nécessairement une insulte. Donc, notre ami qui s'inscrit dans la dynamique du Saint-Faute, qui fait le plaidoyer pour que l'État décrète le port systématique de la bavette, action à laquelle s'est joint depuis Pasteur Edo du mouvement Martin Luther King. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Dominique. Dominique. Oui, j'aimerais réagir par rapport au Covid-19. Allez-y. Oui, vu la propagation rapide de ces derniers temps, surtout le déconfinement au Ghana, et on suppose que c'est du Ghana que les nouveaux cas se sont multipliés en arrivant au Togo, ça laisse transparaître une préoccupation. Est-ce que nos forces de l'ordre s'occupent vraiment des frontières? Pendant qu'il n'y avait pas de confinement au Ghana, nous avions quand même cette sécurité que les gens ne traversaient pas. Mais on s'est rendu compte que dès que les militaires ghanéens ont cessé de contrôler les frontières, ça rentre de tous côtés. Et les nôtres alors, à quoi Cela interpelle vraiment le professionnalisme de nos forces de l'ordre chargées de ce contrôle. Mais maintenant, à l'intérieur, avec ces idées attendant à la réouverture des centres de prière ou des établissements, il faudrait que vraiment le gouvernement prenne toutes les dispositions de contrôle, maîtriser, circonscrire vraiment cette pandémie avant d'exposer les jeunes élèves à quoi que ce soit. Merci. C'est très important. C'est bien noté. C'est bien noté. Nous attendons encore 2 appels. Nous faisons le point. Bonjour l'ami. Bonjour Canal FM. Oui. C'est votre ami Richard de Danemark. Depuis Copenhague. Depuis Copenhague. Je suis heureux de vous avoir en ligne. Merci. C'est pour rebondir sur la question de... Takala dit quelque chose qui m'a tellement plu par rapport au Monseigneur Kodro, la dynamique. Moi, je pense, pour un homme de Dieu, vous prétendez gagner à une élection. La moindre des choses, c'est de présenter les résultats que vous avez à votre position, à votre côté. Mais on ne présente même pas un minimum de résultats, le peu que vous avez, mais vous prétendez gagner et passer à maudire les gens. Écoutez, je suis chrétien, je suis catholique, mais à un moment, j'ai un peu honte parce qu'un chef d'église qui peut se comporter à cette sorte, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de catholiques. Je pense que ce monsieur, notre papa, notre grand-père, essaie de diviser cette précieuse religion catholique. Bon, du côté de Covid-19, je suis au Danemark. J'ai vu des gens mourir. Aujourd'hui, il est vrai que dans l'Union européenne, le Danemark essaie de s'en sortir. C'est l'un des meilleurs pays qui essaie de faire du mieux quand même. Mais nous sommes restés à la maison. Malgré c'est que nous n'avons plus de vie. Mais quand j'entends sur les antennes, ce matin, aujourd'hui au Togo, j'ai écouté quelqu'un, un compatriote togolais qui disait que non,
il n'y a pas Covid-19. Je me dis, le tort chez nous en Afrique, c'est la démocratie, c'est parce qu'il y a une démocratie en Afrique pour que tout le monde ait libre de s'exprimer, qui fait que les gens arrivent, ne voient même pas la vérité en face, ne veulent pas se comporter. Mais l'autorité a dit, suivez. Même dans la Bible, au Coran, on a dit, vous êtes obligés d'obéir l'autorité. Même Jésus-Christ a obéi l'autorité. Écoutez. Hein? Merci. Oui, Richard, depuis Copenhague, souffrez qu'on s'arrête là, faute de temps. Mais nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. L'espoir que vous serez en ligne avec nous, non seulement vous depuis Copenhague, mais plein de nos compatriotes à Paris, à Berlin, à Athènes, à Madrid, pourquoi pas à Washington. Et ainsi, le club de la presse sera plus riche. Merci à vous toutes et à vous tous. Eh bien, Madame la directrice du patrimoine culturel, vous avez notre ami Constant Lemou qui est revenu sur la problématique du patrimoine, notamment avec l'héritage à Tchare, mais il y a d'autres sites naturellement dans le pays. Merci pour l'intervenant, parce qu'il a parlé des pavements en tesson de poterie de Tchare, qui est une ancienne technique. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à Madame Aguiga, l'archéologue qui a fait des recherches et qui a trouvé des pavements en Ngoche, qui datent même du XIIe siècle, et des pavements à Tchare. Il y en a un peu partout dans le pays kabien. Mais ces pavements servaient à aménager le sol. C'était une sorte de protection du sol en période d'intempérie. Et ça pouvait aussi servir à faire des carreaux. Nous avons maintenant des carreaux modernes. Avant, nos ancêtres faisaient ça avec des pavements en tesson de poterie. Et il y avait plusieurs techniques. Il y a sur le champ et à plat. Donc ce sont des techniques riches qu'on a retrouvées sous le sol, que ce soit, elle a fait même une thèse là-dessus, dans la sous-région, il y en a au Nigeria, au Bénin et ailleurs, au Cameroun. Donc c'est une grande technique qui est vraiment héritée des ancêtres. C'est une bonne chose parce que il faut aller au musée pour avoir une explication ou bien à l'université. Merci. Madame Aguiga et ses collègues chercheurs qui ont également fait des travaux de fouilles sur le site à Bogo, à Ngoche. Je suis allé voir un peu. Mais c'est dire que Madame Tidjouguna, non seulement les musées dans des locaux, mais il y a tout un ensemble de patrimoine immatériel de notre pays qu'il urge de sauvegarder et promouvoir. Oui, il y a le patrimoine immatériel. Vous savez que les danses traditionnelles, les rites traditionnels et autres choses font partie du patrimoine immatériel. Vous avez la danse Tobol qui est promue. La danse de feu chez mes amis Bassa. Voilà. Nous avons un élément qui est classé sur la liste représentative. Il s'agit de Galédé. Donc on a classé ce patrimoine, c'est la danse des masques avec le Bénin, le Nigeria et le Togo. Donc il y a d'autres choses qu'on aimerait classer. Mais il faut les étudier avant de prétendre. Notamment l'initiation de la jeune fille en pays à Dangbe, les célèbres à Tifossi. Pas seulement ça. Il y a les initiations en pays Tamberma, où vous avez, il y a des initiations un peu partout. Chacun prêche pour sa chapelle. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Sinon, Titi va nous dire que c'est à Kouvé-Boli qu'on fait le meilleur à Badja. Oui, naturellement, non seulement la Agbadja, mais les poteries, bien d'autres choses encore. Donc oui, c'est bien moi, j'ai visité une musée nationale, tu sais de quel pays? J'étais vraiment sidéré, je tombais des nues. Dites-nous le pays. J'ai visité le musée national de la Chine et je me suis demandé si on pouvait avoir ça chez nous, ça va être meilleur. Peut-être pas à la hauteur de ce que la Chine a, mais peut-être copier un peu, avoir quelque chose pour nous. Madame m'a parlé de vraiment un siège, un lieu où on construit vraiment notre musée. Il en faut, et je fais ce plaidoyer là en direct. Il faut que nous construisons notre musée, que de le loger comme on avait logé l'Assemblée nationale au palais de Congrès. Je ne connais pas la Chine, mais j'ai visité le musée de la Shoah à Jérusalem et plein de musées en Allemagne. Madame, c'est fantastique. Il faut faire en sorte que le Togo aussi ait un musée vraiment qui soit qui s'impose à tout le monde. Madame Tidjouguna, vous allez faire le plaidoyer. Nous sommes en train de faire le plaidoyer avec vous.
Parce que tout le monde est vraiment engagé. Si vous voulez qu'il y ait le développement aussi passe par la mise en place des structures et des infrastructures. C'est important. Donc, c'est important pour tout le monde. Un pays est aussi riche par son histoire et par sa culture. Uriel Nyang, rapidement, un auditeur est revenu sur le problème de la dynamique Poudro, et puis également un autre sur tous les mystères qui entourent la mort violente du colonel Madjoulba. Oui, tout à fait, c'est parce qu'ils nous ont suivis qu'ils ont évoqué encore les sujets. Moi, je pense que si la dynamique Poudro outrepasse les mesures judiciaires, peut-être qu'ils ont d'autres raisons qui pourront faire valoir pour ne pas rentrer en conflit avec la loi. Maintenant, par rapport aux autres sujets, moi je pense que le Togo doit faire extrêmement attention pour qu'on ne tombe pas vraiment dans la gestion de plusieurs crises sur plusieurs fronts. Mais vous annoncez que ce mandat risque d'être vraiment délicat pour Fogna Singbe. Oui, c'est un mandat qui risque, ce n'est pas qu'il risque, il est déjà délicat. Même si on n'a pas encore un nouveau gouvernement, le PND, le plan national de développement, est déjà mis en mal parce que les fonds qu'on mobilisait, les investisseurs qu'on invitait, maintenant tout est mobilisé pour lutter contre le Covid-19. À quand on pourra remobiliser les fonds pour le PND? Vous voyez, la décentralisation, tout ça là, c'est tombé en panne. C'est pas facile. L'insécurité, il faut trouver les solutions. Maintenant, il faut que le président de la République ait des ministres compétents, capables de réfléchir, trouver des solutions pour que demain on dise que il y avait telle crise, mais c'est grâce à telle qu'on a trouvé des solutions. Merci, nous allons devoir nous arrêter là pendant que vous préparez vos cartons de fin d'émission. Madame Ojolino Lucie Badjumbayena Tidjouguna, j'aime bien cette rime là. Votre conclusion de cette émission? Je profite de l'occasion pour vous remercier, pour nous avoir invités, pour qu'on partage ensemble les préoccupations des musées. Je fais un coucou à tous ceux qui contribuent pour la sauvegarde du patrimoine culturel naturel, du patrimoine culturel matériel et immatériel, parce que nous avons des aspects qu'on n'a pas pu développer. Vous avez des partenaires. Le Conseil international des musées a des partenaires sur le plan régional et sur le plan national. Nous avons un comité ICOM Togo qui est présidé par M. Djanguenan et la vice-présidente est Mme Aguiga. Donc c'est le relais pour pouvoir travailler, faire des projets en sorte que nous puissions avoir une bonne conservation de notre patrimoine. On plaide aussi pour la construction d'un musée à l'université parce que les recherches archéologiques ont des objets, mais il n'y a pas encore une structure qui accueille ces objets. Merci. Donc sur le plan régional, nous avons des alliances qui œuvrent aussi pour la contribution des biens culturels. Merci Madame Tidjouguna, au plaisir de vous revoir prochainement dans ce studio. Vos cartons de fin d'émission, Uriel Nyang? Il n'y a pas de mots. Non, vous voyez même le temps. Juste le carton. D'accord. J'ai un carton vert à deux dames. Je m'adresse à la chef d'agence CT à Didogome et à la chef d'agence aussi TB à Didogome, ainsi qu'à leur équipe très disciplinée. Merci pour le travail qu'ils font. Donc, CT à Didogome, oui, carton vert. Oui, UTB aussi à Didogome. Merci beaucoup. Merci pour vous allez partager avec nous ce que la dame de l'UTB vous a servi sur votre chèque. Surtout en troisième mi-temps. Je n'ai pas de carton. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent un peu partout au Togo. Merci. Juste un sentiment d'amitié, de fraternité à l'endroit de Fodé Zognan, le PDG des supermarchés La Samaritaine à Tikoumé. Il a soufflé une bougie hier. Joyeux anniversaire et longue vie au supermarché La Samaritaine. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.